Bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Vous publiez Lettres d'un hussard de la République, sous-titré Avant qu'il ne soit trop tard, c'est chez Robert Laffont. Vous êtes ce professeur de philosophie de Trappes, qui a fait la une de l'actualité il y a un an. On va en reparler, puisque vous en parlez beaucoup dans ce livre. Peut-être un mot sur hussard de la République. C'est un mot, je crois, hussard, c'est Péguy, je crois, qui est un mot pour les instituteurs, les hussards noirs de la République. Hein. Oui, ce n'est pas un terme militaire. Non, ici, non, absolument. Bien entendu. C'est les instituteurs. Enfin, c'était l'époque où, avant qu'on débaptise le ministère de l'Instruction publique en le rebaptisant ministère de l'Éducation nationale, c'était l'époque où l'école jouait encore ce rôle très important de ciment de la nation par l'instruction et aussi qui permettait, je pense, à cette époque-là, aux élèves une certaine mobilité sociale qui aujourd'hui est vraiment perdue. C'était les défenseurs de la République et de la laïcité. En ce sens, vous êtes leur descendant. Oui, je m'inscris dans cette tradition-là, tout à fait. Oui. Alors, on va parler de ce qu'on a appelé l'affaire Le Maire, enfin, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, les débats qui ont suivi vos prises de position et votre dénonciation de la montée de l'islamisme, notamment à Trappes. Mais peut-être quelques mots sur vous, puisque vous en parlez dans le livre. D'abord, la philo. Alors, vous tombez dedans jeune, à 13 ans, en lisant Camus, le mythe de Sisyphe, hein, c'est ça? Ah oui. Oui, j'ai découvert dans ce livre une réflexion sur l'absurde, sur l'existence, qui m'a tout de suite parlé. J'ai trouvé un philosophe qui avait les mots pour dire à la fois mon sentiment et en même temps qui avait le courage de penser quelque chose de difficile, quelque chose qu'on préférerait mettre de côté. Et ce courage de Camus m'a vraiment impressionné. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être un peu le fil dans ma carrière philosophique. Et dans ma l'absurde, c'est quelque chose qui vous... Oui, dans ma rencontre avec les philosophes, je l'ai retrouvé avec Schopenhauer quelques années plus tard, avec Pascal aussi, sa réflexion sur la condition humaine, avec Sénèque également, qui est un philosophe qui nuance beaucoup et qui est aussi peut-être quelqu'un qui prépare à la lecture de Montaigne assez bien. Ouais. Alors c'est ça, il y a Camus au départ, puis il y a toutes les lectures philosophiques, et puis après l'université. Et en même temps, on a l'impression que vous prenez parfois des chemins de traverse, même dans les premiers enseignements que vous faites. Vous parlez de cuisine, vous parlez d'ennui. Et c'était une façon d'intéresser vos élèves à la philosophie? Oui, j'ai toujours cherché à relier la philosophie et le monde réel. J'ai toujours cherché à ne pas séparer les deux. L'abstraction, pour moi, elle est une manière de donner une lumière, mais pas non plus de fuir le monde dans la spéculation. Et je pense aussi que dans cette forme d'enseignement, où on renvoie sans cesse l'élève même à ses expériences, à ses propres expériences, à l'observation, on trouve plus de joie à apprendre à philosopher quand on est confronté justement au réel. Et en même temps, mais c'est l'impression que j'ai eue, vous n'êtes pas tellement fasciné par ce qu'on appelle le pédagogisme. Vous êtes de ceux qui considèrent qu'un enseignant, il est là pour apprendre quelque chose à ses élèves. Bah oui, ça c'est ce que j'ai appris à l'université. J'ai eu quand même de la chance d'avoir de grands maîtres, comme par exemple Alexis Filonenko. J'ai eu beaucoup de grands maîtres et je me suis rendu compte que l'important n'était pas dans la forme pédagogique, mais vraiment dans la teneur et dans les exigences de la pensée finalement. Et c'est ça que m'ont appris mes maîtres et c'est aussi ce que j'ai transmis dès les premières années, où j'ai tenté de transmettre en tout cas à mes élèves. Et d'ailleurs c'est un métier extraordinaire parce que quand on y arrive, tout le monde est joyeux dans la classe, les élèves se sentent intelligents, se sentent outillés pour comprendre mieux le monde. Enfin, c'est vraiment une joie, ce métier, c'est un bonheur. Alors c'est une joie, un bonheur, et en vous lisant, on se dit aussi, c'est quand même un sacerdoce. Parce que vous racontez les premières années d'enseignement où vous êtes nommé en Normandie, enfin dans plusieurs établissements. Alors là, on vous dit, ah ouais, il faut faire gaffe à celui-là parce qu'il vient avec un flingue au cours. L'année dernière, il y a un prof qui s'est fait tabasser. Ou dans un autre établissement, il pleut, quand il pleut dehors, il pleut dedans. Enfin, là,
on se dit quand même, il faut quand même une sorte de foi très, très bien ancrée en soi pour enseigner, quoi. Je vous avoue qu'au départ, je ne pensais pas rester dans l'éducation nationale parce que le salaire était très faible, les conditions d'enseignement pas extraordinaires, et puis moi-même, avant que ma pédagogie, ou en tout cas que mon rapport à l'élève soit vraiment à la hauteur du poste, de ma fonction, j'ai mis quelques années, oui. Et puis j'ai rencontré pas mal de difficultés dans des établissements terribles, qu'on appelait à l'époque de zones sensibles. J'ai une collègue à Villeneuve-la-Garenne qui a été tuée à la sortie du lycée. Oui, c'était vraiment des années difficiles. On envoie un jeune professeur. Oui, en plus c'est ça, c'est des jeunes profs qu'on envoie. Inexpérimenté, dans les lycées finalement les plus dangereux et les plus difficiles. Alors, dans les années 2000, vous acceptez la profession que vous faites d'être prof au lycée de Trappes. Oui. Et là, vous sentez vite bien, quoi. Vous dites, vous sentez vite bien, vous sentez utile. Oui, je pense que j'ai des élèves à Trappes. Je venais d'un lycée plus privilégié à Rambouillet, avec des élèves d'ailleurs de très très bon niveau, que certains je les ai amenés en classe préparatoire. Et là, je sens que j'ai plus du tout des élèves de ce niveau-là, mais j'ai des élèves qui ont, comment dire, beaucoup d'énergie et une envie d'apprendre. Et donc j'arrive par le dialogue avec eux très vite à de très beaux résultats. Pas dans toutes les classes, parce qu'il y a aussi des classes très difficiles, mais quand même je sens que ça marche bien et je me sens surtout utile. Utile, hein, c'est ça, oui. Oui, c'est ça qui fait la beauté aussi de ce métier. C'est gratifiant, évidemment, c'est gratifiant de voir ses propres résultats. C'est vrai que si on est à Louis-le-Grand, bon, on peut être un très beau prof, hein, mais c'est vrai qu'on a des élèves qui sont déjà presque sur une route, quoi, toute faite. Absolument, oui. Vous avez senti, alors là on est dans les années 2000, et puis vous allez rester 20 ans prof à Trappes, vous avez senti une évolution sociologique de la composition de vos classes, notamment? Oui. Alors, moi, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas de statistiques, je n'ai pas de chiffres, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, par exemple, dans les années 2000, il y avait plus d'enfants d'origine portugaise ou de familles portugaises, des Portugais nés en France. J'en ai eu beaucoup moins à partir de 2015. Alors, il en reste, hein. Il y a encore des Portugais à Trappes, mais il y en a moins. C'est une autre composition. Ce que j'ai surtout constaté, c'est une absence de mixité sociale. Au départ, on avait quand même des lycéens qui venaient des villes alentours, donc qui avaient un niveau social plus élevé qu'à Trappes, qui est quand même, je le rappelle, une des villes les plus pauvres des Yvelines. Et cette mixité permettait, je pense, aussi plus de facilité dans l'enseignement, parce que quand on n'a pas de mixité sociale, on se retrouve face à des groupes qui ont des comportements plus stéréotypés, des manières de parler aussi plus stéréotypées, et l'hétérogénéité, c'est toujours quelque chose qui nous permet d'aller vers l'universel. Oui, bien sûr. Alors, il y a une date qui est importante, c'est 2015. 2015, c'est l'année des attentats de Charlie, de l'Hypercacher, du Bataclan, de policiers qui sont tués. C'est à ce moment-là que vous apercevez que les choses sont en train de changer, hein? Oui, il y a des signes auparavant. Bon, les attentats des tours de New York, il y a déjà des signes, quelques élèves, mais c'est vraiment très, très localisé. À partir de 2015, je me retrouve face à des classes qui, dans l'ensemble, pour certaines, renvoient dos à dos les terroristes islamistes, les tueurs, et les victimes. Et plus grave, après le Bataclan, dans une classe, je sens un très très grand malaise et des élèves qui veulent éviter le sujet, et une élève en particulier qui était ma meilleure élève depuis le début de l'année, qui va, suite à une prise de parole sur cette question-là dans ma classe, va cesser de faire de la philosophie et va cesser même de me regarder et de me répondre.
jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Donc oui, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Enfin, il y a aussi déjà des premiers départs pour le djihad. Oui, mais ça, je n'en ai Ça, pas. vous le voyez pas tout de suite. Ça, je le découvre dans mon année avec Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui écrivent un peu plus tard, en 2018, puisqu'elles vont mener une enquête à Trappes pendant 1 an. Je vais les accompagner. Elles vont venir me voir régulièrement. Je vais leur proposer mes élèves, de rencontrer mes élèves, etc. Et c'est en fait un peu plus tard, en 2015-2016, je comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais je prends conscience, je commence à prendre conscience de mon ignorance. C'est mon moment en quelque sorte socratique, mais je ne vais en sortir qu'un peu plus tard, à partir de 2017. Alors, il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a notamment des pièces auxquelles vous amenez vos élèves, comme Djihad, comme les Désaxés. Il y a des films aussi. Et vous dites d'ailleurs, c'est à la fois beaucoup et très peu, ce genre de... Oui, alors de façon générale, je pense que l'art est quelque chose de central dans l'instruction, dans la formation, parce que dans les autres disciplines, on a affaire à des choses abstraites et générales. Dans l'art, on a affaire à la singularité humaine, dans la littérature notamment. Et cette singularité, justement, la force de l'art, c'est de pouvoir la communiquer. Donc il me semble que face à une idéologie qui réduit l'individu à une appartenance à un groupe, l'art est un très très bon moyen de surmonter des résistances intellectuelles, d'une part. D'autre part, c'était aussi un moyen pour moi de donner la parole aux élèves, de leur permettre de s'exprimer sur une situation qui est pour eux très douloureuse. Très difficile, oui. Très difficile, parce que d'un côté, ils sont pris par leur communauté et une pression idéologique forte, et de l'autre, à l'école, ils font une expérience de la liberté qui leur plaît, d'ailleurs, la plupart du temps, et dans laquelle ils s'épanouissent. Et comment concilier les deux ? Comment concilier les deux ? Et je crois que... C'est vrai que les trajectoires individuelles que racontent ces pièces ou ces films, ça permet peut-être plus facilement de parler. Par l'identification, notamment. Et oui, j'ai vu que ça avait un certain effet, et je dis un certain parce que il faudrait que les élèves aillent davantage au théâtre pour que cette expérience ait vraiment des effets constructifs. Et ceux qui liront le livre le verront. D'ailleurs, on ne vous facilite pas forcément la tâche pour pouvoir accueillir des pièces, etc. Mais d'ailleurs, vous parliez du livre de Raphaël Baquet et d'Ariane Chemin, la communauté, le livre sur Trappes. Là, est-ce qu'avec ce livre, ce qu'il raconte, vous touchez du doigt qu'il y a une sorte de déni, quoi? Oui, le livre est très mal accueilli, en tout cas ici à Trappes. Vous racontez d'ailleurs, il n'y a pas de signature à Trappes. Il n'y a pas de signature, c'est pas possible. La librairie qui existe à Trappes ne peut pas accueillir un livre comme ça. Il y a une signature à Saint-Quentin, mais qui se passe pas... Elle se passe très mal. Très bien. Et d'ailleurs, j'essaye, suite à cet échec, j'essaye d'organiser une nouvelle présentation du livre. Possible. Avec des chercheurs. Hugo Micheron accepte de participer, c'est quand même pas rien. Je contacte même Pascal Blanchard pour avoir une opposition, et donc les 2 journalistes. Et là, c'est impossible, c'est-à-dire qu'à Trappes et dans les alentours, aucune ville. Je vais donc voir aussi la députée de La République En Marche pour lui demander son soutien. Nadia Hay, qui est devenue ministre de la Ville après. Absolument. Elle me dit qu'elle va faire son possible, et puis un mois plus tard, elle m'explique que ses amis de l'AREM ne souhaitent pas nous accueillir. Donc on sent, oui, un déni et de très très fortes résistances politiques à ce sujet. Oui. À ce sujet. Et quand on est prof de philo, c'est-à-dire quand on enseigne l'art de douter, au fond, de séparer le savoir de la croyance, comment on réagit face justement à ces éléments de complotisme ou de croyances qui deviennent de plus en plus présentes chez ces élèves? Alors je dirais que la difficulté, c'est de bien séparer le travail de formation philosophique, qui doit avoir un cadre, je pense... qui est à l'intérieur du lycée, de la classe. Tout à fait neutre et vraiment séparé, là, pour le coup, de tout. Et puis, ponctuellement,
des actions de prévention qui ont été menées avec la préfecture des Yvelines. Je pense que je peux me vanter certainement d'être le professeur dans l'académie qui a eu sans doute le plus de subventions pour organiser des actions de prévention, mais qui n'étaient pas directement menées par moi-même. C'est-à-dire, elles étaient accompagnées par des sociologues, par des pièces de théâtre, justement, qui ont eu lieu aussi dans la classe du Théâtre Forum, par exemple. Et vous interrogez de plus en plus, au fond, sur ces notions, la tolérance, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à des gens qui se considèrent comme étant nos ennemis. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'arrive l'assassinat, enfin la décapitation de Samuel Paty. Votre première réaction, d'ailleurs, on a l'impression que c'est une réaction de silence, de sidération, de repli sur vous-même. Oui, pendant quelques jours, oui. Ce qui se comprend. Je crois que nous avons été nombreux à avoir cette réaction-là. Et puis, je sens monter en moi une forme de colère. Et cette colère, je vais l'exprimer dans un texte que j'écris et que j'adresse aux enseignants et qui sera publié dans l'Obs au début du mois de novembre, juste à la rentrée. Et c'est à ce moment-là que je peux dire que ma vie bascule, puisqu'à ce moment-là, la police décide, ce n'est pas l'éducation nationale d'ailleurs je pense, mais c'est la police qui décide de me mettre sous escorte, c'est-à-dire que mes entrées et mes sorties du lycée sont accompagnées par des policiers. Je cite juste une phrase de cette tribune, vous dites, dans cette tribune, nous sommes au début d'une guerre par la terreur qui va se généraliser et s'amplifier. C'est votre conviction. Alors, quelle a été la réaction de vos collègues et de vos élèves, justement, après cette lettre qui s'adresse d'abord à vos collègues? Alors ça, je l'explique dans mon livre. Vous n'avez pas très envie de discuter de ça avec vos élèves, pour la raison que vous expliquiez d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire que le cours, c'est une chose, la réflexion sur la société, c'est autre chose. Oui, absolument. Et le cadre doit rester le cadre, parce que sinon, mon travail n'a plus de sens. Et puis, de toute façon, c'est une obligation professionnelle, mais que j'approuve absolument. Donc, je ne fais pas de politique en classe. Simplement, les élèves, à la rentrée, vont découvrir cette lettre. Certains surveillants, d'ailleurs, dans le lycée, vont m'accuser d'islamophobie ou de racisme. Donc, je crois qu'il y a aussi une relation entre le milieu de Trappes et la parole des élèves, sans doute les parents ou ailleurs. Et puis je me retrouve dans... ce qu'on a retrouvé chez Samuel Paty d'ailleurs. Exactement, c'est exactement la même chose. Moi j'ai quand même une chance, c'est que j'ai enseigné 20 ans à Trappes. Je crois que j'ai une très bonne réputation auprès des parents parce que je me suis beaucoup investi et que de nombreux élèves, on peut le dire, ont eu quand même le baccalauréat. Et vos collègues vous soutiennent d'ailleurs, il y a eu des lettres. Oui, donc je ne peux pas passer pour un raciste, ça ne marche pas avec moi, ça ne peut pas passer. Mais cela dit, la réaction des élèves, c'est l'incompréhension, la colère, et puis déjà des accusations. Donc il va falloir recadrer un petit peu les choses avec eux. Et on vous dit, des élèves qui vous disent, mais pourquoi vous avez écrit un article contre nous? Contre nous. C'est pas du tout contre eux. Alors que je ne vais pas leur expliquer en classe, mais... C'est la manipulation qui commence. C'est la manipulation qui commence, et c'est pourquoi d'ailleurs la situation est périlleuse. Elle est terrible, parce que si les gens dans la ville, dans cette première, on peut dire, pépinière djihadiste d'Europe, pensent que le professeur de philosophie de la ville écrit des textes contre les enfants de cette ville, que va-t-il se passer ensuite? Mais on voit, on l'a vu dans l'affaire Samuel Paty, la force de la rumeur, de ces croyances. Donc c'est embêtant, c'est terrible. Vous, à ce moment-là, c'est quoi votre... Il y a évidemment la peur, je suppose. Un peu? Non, pas trop? Vous regardez quand même, à droite à gauche. Non, c'est pas la peur, ça c'est... je suis prudent. Je suis extrêmement prudent. Je mets quelques jours à comprendre et à intégrer le fait que je peux être attaqué. On dit que vous pourriez être le deuxième Samuel Paty quand même. Alors ça, c'est un peu plus tard que je le saurai. Je le saurai au mois de janvier, qu'une personne qui connaît très bien la ville, qui a vécu longtemps, avec lesquelles d'ailleurs j'ai eu des relations dans le cadre d'une association de Trappes, dit à une journaliste que
si je continue de parler de l'islamisme et de Trappes, je serai le prochain Samuel Paty. Donc c'est un avertissement, c'est pas une menace de sa part. Une menace, non, mais c'est clair. C'est lourd. Voilà, c'est lourd. Donc moi, au mois de novembre, je comprends, je mets quelques jours à comprendre que je peux me faire tuer demain. Je l'assume et je prends le risque de continuer à parler. Et vraiment, je l'assume. Voilà. Donc je ne vis pas dans la peur. Vous ne vivez pas dans la peur, non, non. Non. Mais enfin, bon. Et en même temps, il y a ça, il y a les menaces, il y a la tentative de vous décrédibiliser aussi. Hein. Alors ça, c'est plus tard. Le mytho de la République. Ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est au mois de février. Ça joue quand même. Alors là c'est la grande campagne de l'ancien maire de Trappes, qui est à nouveau reconduit dans ses... Qui se sert très bien avec le recul, on peut dire qu'il s'est servi de manière très... Mais je l'ai vu tout de suite. Très maligne. Enfin. Je l'ai vu tout de suite. J'ai compris tout de suite qu'il m'utilisait, puisque je savais que son élection allait être invalidée. Donc, il m'a utilisé pour victimiser la ville de Trappes et donc apparaître comme le défenseur, le chevalier blanc. Et donc, il a très très bien réussi, bien entendu. Aussi, je pense que c'est le signe que ce que j'ai dit n'est pas faux, c'est-à-dire que cette ville est conquise par les islamistes aujourd'hui, par cette pression identitaire qui s'exerce à la fois dans les commerces, les tenues vestimentaires, les mœurs. Les jeunes filles d'origine maghrébine ou de parents maghrébins ne vont pas dans les cafés à Trappes. C'est pas possible pour elles. Une femme qui viendrait d'ailleurs, elle peut y rentrer. J'en ai fait l'expérience, mais voilà, il n'y a pas d'interdiction, mais les mœurs sont là. Non, voilà. c'est comme ça. Voilà. Quand on va sur le marché, on le voit aussi, qui est servi en premier par les commerçants. Ouais. Et en réalité, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est pas l'alerte qu'on considère, c'est le lanceur d'alerte qu'on essaye de décrédibiliser, quoi. Oui, et je dois dire que... Il y a des choses des points très semblables à l'affaire Samuel Paty, par chance, voilà. Oui. Ça peut terminer comme ça, mais c'est vrai, c'est ça aussi, quoi. Ce qui est grave, c'est qu'une partie de la presse est jouée à ce jeu trouble pour faire du buzz, je pense, aussi par conviction idéologique de certains journalistes. D'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'au mois de novembre, ou au mois de décembre, fin novembre, j'ai un journaliste de Radio-Canada qui vient me voir, qui fait un reportage à Trappes et il montre le reportage qu'il a fait une semaine plus tôt à Montpellier. Et en étudiant Trappes, en faisant un vrai travail d'investigation à Trappes, il a interrogé mes élèves, il s'est promené dans la ville, il m'a interrogé longuement. Il m'a dit « j'ai changé de point de vue ». Je pensais que la laïcité, c'était contre les musulmans. Je souscrivais à ce discours-là, que la France exagérait, instrumentalisait les lois. Et il a changé de point de vue. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de journalistes faire un travail d'enquête et d'investigation dans la presse écrite. Non, il y a eu beaucoup d'opinions. Voilà. Comme souvent, c'était du commentaire, de commentaire. Et on ne va pas voir les faits. Et oui. Et ça m'a beaucoup attristé sur l'état quand même de notre pays. Absolument. Ouais. Évidemment, donc, vous avez été obligé d'abandonner votre enseignement à Trappes. Alors, il y a des choses. L'éducation nationale a de l'humour parce qu'on vous a proposé, par exemple, Argenteuil. Argenteuil, Trappes, c'est à peu près la même chose. Oui, alors nous sommes au mois d'avril. Et au mois d'avril, alors qu'on on m'a poussé à changer de statut, je ne vais pas rentrer dans le détail, en me disant on va être très bienveillant avec vous. On m'envoie un ordre de mission, j'ai 2 jours pour rejoindre le lycée d'Argenteuil. Je suis sous protection policière, ça veut dire que j'ai une voiture et des officiers de sécurité qui m'accompagnent partout où je vais. Alors donc je pose la question à l'administration, vous imaginez que je vais aller avec mes officiers de sécurité jusqu'où? Dans ma salle de classe? Donc mon avocate, à ce moment-là, fait jouer le droit de retrait et
Je refuse évidemment ce poste qui aurait mis en danger d'abord ma vie, mais peut-être aussi celle de mes collègues, et puis la sérénité même de la ville. C'est tout à fait fantastique et ça montre... On rejoint l'absurde, hein. On rejoint l'absurde, absolument. Je ne sais pas s'il y a eu des intentions, mais je doute fort que le ministre n'ait pas été informé de cette décision. Donc je me demande quel était le calcul qu'il y avait derrière. Ouais. Un dernier mot, parce qu'il va falloir malheureusement, on arrive à la fin de cet entretien. Vous dites, il nous faut nous retrouver nous-mêmes, c'est dans le dernier chapitre de ce livre, il nous reste peu de temps pour réfléchir à notre avenir. Vous êtes pessimiste sur notre capacité à... Je suis pessimiste sur le constat. Après, je suis toujours, je me place toujours dans la perspective d'une action, et je crois que cette action, il est encore temps de la mener. Il est encore temps de prendre conscience, de sortir du déni. Et je crois qu'une partie des Français, d'ailleurs, le souhaitent et ont déjà fait des pas en ce sens. Ça va être aux politiques aujourd'hui de répondre à cette attente-là et d'y répondre de façon républicaine, mais d'une façon forte. Il faut restaurer la République partout. Il faut refonder, je pense, l'école qui est vraiment très très mal en point, mais également aussi la police qui n'est plus respectée partout sur le territoire, et peut-être aussi comprendre que la justice doit prendre en compte une situation qui est proche d'un état de guerre et qui fait que le droit habituel ne peut pas s'appliquer. Quand on pense, je vais donner un exemple tout de suite, que des parents fichés S qui ont déjà été condamnés pour des actes de violence, qui ont menacé un enseignant de mort, prennent aujourd'hui 6 mois de prison avec sursis, c'est comme un permis de recommencer. Donc il y a un problème, très grave. Je crois qu'il est vraiment temps aujourd'hui pour que les politiques le prennent en compte. Et c'était aussi le sens de ce livre. C'est à la fois un témoignage, avec ponctué de moments de réflexion plus philosophiques, mais qui sont à la portée de tous. Je renvoie au livre parce que c'est vrai qu'il y a des réflexions sur la laïcité, sur l'islamisme, sur le terrorisme, etc. Donc il y a pas mal de ponctuation, de réflexion. Et puis à la fin, oui, je me tourne toujours vers le réel et vers l'action et vers notre responsabilité à tous de citoyens, parce qu'il n'y a pas de fatalité. L'islamisme, c'est pas un phénomène fatal. Il dépend de nous de l'arrêter. Merci beaucoup Didier Lemaire. Je renvoie donc à votre livre « Lettres d'un hussard de la République », c'est chez Robert Laffont. Merci. Merci à vous.